Salam alaikum azurfillaoun, bonjour. Pourquoi moi, je vois que ce verre est à moitié vide, alors que d'autres le voient à moitié plein? En fait, c'est plus qu'une disposition de l'esprit. Ça devrait être un truisme. Ce n'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, mais de déterminisme. Nous devrions tous voir le verre selon ce qu'il contenait avant de se trouver à la capacité où il est, au moment où nous entreprenons cette discussion byzantine du moitié vide ou du moitié plein. S'il était vide, et que nous l'avons rempli à moitié, voilà, alors c'est qu'il est à moitié plein, puisque nous l'avons rempli à moitié. S'il était plein, comme ça, et que nous l'avons vidé à moitié, alors il est à moitié vide. Un truisme, je vous disais. C'est le cas de notre pays. Quand le régime qui a volé l'indépendance lui a mis le grappin dessus, c'était un beau pays qui sortait d'une longue, très longue nuit coloniale, dont la terre généreuse regorgeait de moissons et de récoltes, dont le sous-sol, presque vierge, était plein de ressources naturelles. Les Algériens étaient pauvres, exsangues, faméliques, mais ils étaient pleins de gentillesse, de civisme, de fraternité. Je m'en rappelle, je m'en souviens. Je suis assez vieux pour ça. Ils étaient sobres, ils étaient beaux, de cette beauté qui transfigure ce qui la respire de tout leur être. Ils étaient solidaires les uns avec les autres, fiers et dignes. Les plus respectés parmi eux et par eux, et je m'en souviens, étaient les gens du savoir, les gens du cœur, et ceux qui avaient gagné l'estime de leur entourage tout au long d'une vie entière d'abnégation et de vertu. De la même manière que les rares gens qui disposaient de fortunes plus ou moins modestes, mais jamais provocantes, se l'étaient acquises et les avaient accumulées au fil de plusieurs décennies de labeur et de négoce, génération après génération. Notre religion était douce et sereine. Nos mœurs étaient pures, sans pour autant être rigides. Nos matins de rosée, dans nos villes et nos campagnes, se réveillaient doucement, dans des odeurs de galettes chaudes, avant que ne retentissent les chants des chardonnerets qui tutoyaient les rires des enfants. En somme, le verre était à moitié plein. Et nous avions toutes les chances, toute la bonne volonté du monde pour le remplir entièrement. Mais c'était comptés sont ceux qui prirent Alger par la force des armes en tuant les moudjahidines qui tentèrent de leur barrer la route. Et doucement, les forces mauvaises s'emparèrent de tout le pays. Puis, doucement, elles se mirent à en dévaster la seule vraie richesse, celle qui ne se renouvelle jamais lorsqu'on l'a gaspillée, lorsqu'on l'a éradiquée, lorsqu'on l'a corrompue. La dignité humaine. C'est ce qui s'est produit. Plus que le saccage du pays, c'est l'homme qui a été perverti jusqu'à ses tréfonds. La moitié de verre a été vidée, puis emplie de sang, de notre propre sang. Et si tant est que le verre est aujourd'hui à moitié plein, alors c'est de sang qu'il l'est. Pourtant, à l'oiseau de mauvais augure, au pessimiste têtu que je suis, des gens de tous horizons, des chercheurs, des économistes, des universitaires, des politiciens disent que tout n'est pas perdu, que le pays peut être sauvé, pour peu que l'on s'y attelle aujourd'hui, maintenant même, avant qu'il ne soit trop tard.
Il y a quelque temps, un chercheur de Sidi Bel Abbas, Abdelkader Hajjazi, qui m'a affirmé être membre d'une équipe de chercheurs algériens dispersés aux quatre coins du monde, dans notre diaspora, m'a appris que des solutions existent, que tout a été entrepris pour les porter à la connaissance du gouvernement, mais en vain. Il y a quelques jours, j'ai reçu à Al-Magharibiya un chercheur, membre fondateur d'un think tank algérien qui commence sérieusement à faire parler de lui. Lui aussi m'a assuré que tout n'était pas perdu, que si nous nous engageons à temps dans de véritables politiques de redressement et de développement, l'histoire de l'Algérie pourra retrouver son cours naturel et le rang qui aurait dû être le sien. Monsieur Sami nous a donc fait l'amitié d'une entrevue où nous avons évoqué quelques perspectives. Aujourd'hui, Al-Watan, visite du président turc Recep Tayyip Erdogan. La Turquie veut renforcer sa présence sur le marché algérien. Maghreb émergent, séminaire de formation à Alger sur l'économie verte et l'éco-entrepreneuriat. Econews, réserve de change et fonds de régulation des recettes, les capacités financières algériennes s'amenuisent. Maintenant, à présent, nous allons donc voir ensemble l'entrevue que nous avons eue avec notre invité. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sami Ousseddiq. Je ne vais pas vous faire une présentation complète parce que son CV est plus long que le bras. Ses références, les diverses fonctions qu'il a occupées. Je me contenterai de le présenter comme étant le fondateur du think tank Ptolémée, dont on entend parler assez souvent ces derniers temps. Sami Ousseddiq, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. Alors, j'ai entre les mains un document que vous m'avez remis pour pouvoir me faire une idée de ce que vous entreprenez, qui s'appelle Note, entre guillemets, Reset Algérie. Ça veut dire que c'est comme les petites calculatrices ou les petits trucs, recettes pour remettre à zéro, quoi. Pour remettre la machine à zéro, repartir comme si elle était neuve. Est-ce que vous pouvez me dire d'abord à qui était destiné ce document? Parfait. Ce document a été rédigé au mois de février passé, donc quelques semaines avant l'élection présidentielle. Et il a été à destination de responsables politiques. Voilà. L'idée, c'était de se poser la question, comment peut-on entrevoir un avenir économique pour l'Algérie. Voilà quelle est la question centrale du document que vous avez entre les mains. D'accord. Et il était destiné à quel décideur politique, à quel cercle du pouvoir, à quel... Écoutez, à mon avis, ça a très peu d'importance et je vais vous le dire. Pourquoi? Oui. Parce que l'intérêt de cela, c'est qu'en fait, c'est une certaine façon de donner au public des informations, des possibilités, envisager un futur et partager avec tout le monde, non pas juste avec des décideurs. Oui. Je dirais que ce soit des décideurs ou autres, importe peu. Oui. Mais c'est surtout le fait qu'on puisse en parler, en débattre, et peut-être, j'espère, en tirer quelque chose. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, vous pensez que le régime actuel, ou pour ne pas vous choquer, vous pensez que l'État algérien tel qu'il se présente aujourd'hui est en mesure d'écouter, d'entendre, de recevoir des conseils venant d'experts tels que vous? Écoutez, je vais vous répondre d'une autre façon. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, d'un avenir extrêmement incertain, peut-on se passer de conseils?
dans leur attitude et dans leur posture, si je peux me permettre, la question est déjà entendue, puisqu'on dit qu'ils commencent à faire fuir leurs capitaux, mais nous n'allons pas nous enfoncer. Vous avez beaucoup trop de choses intéressantes à nous dire pour nous enfoncer dans ces approches très subjectives de toutes les façons. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce think tank Ptolémée dont vous avez été le fondateur et dont vous êtes, je crois, le principal animateur? Tout à fait. J'assure la présidence de ce think tank. Ce think tank est parti de deux idées, si vous le permettez. D'abord, le monde se globalise. Le monde s'interconnecte. Nous sommes une partie du monde. Je parle de l'Algérie, mais également de la Méditerranée. Nous sommes issus de ce monde méditerranéen, entre autres. Nous avons plusieurs identités qui s'emboîtent. Vous savez, l'identité est un phénomène dynamique. Et il se pense dans la durée et avec des changements. Si effectivement nous sommes musulmans, berbères, arabes, africains, nous sommes également méditerranéens. Notre avenir se situe en Méditerranée. Et donc ce think tank se propose, a pour ambition, d'alimenter la réflexion sur les problématiques et les enjeux méditerranéens. Et premièrement, au premier chef, la rive sud. Dans ce cadre-là, nous avons fait déjà deux premières rencontres, en tout cas les deux dernières rencontres. L'avant-dernière était avec Madame Charfi, qui est l'ex-ministre de l'enseignement supérieur tunisien. Puis une rencontre à 3 voix avec M. Luis Martinez, directeur au CNRS spécialiste de l'Algérie, M. Ismaël Goumziane, ancien ministre du commerce du temps de Rosalie. Oui. Tout à fait, Hamrouche. Oui. Hamrouche, pardon. Je vous en prie. Puis moi-même, donc, et le sujet était quel avenir pour l'Algérie en 2014. Nous l'avons intitulé The Day After. The Day After étant connu comme un film assez catastrophique, quoi. Je vous laisse vos références cinématographiques. Espérons que le jour d'après, en ce qui concerne votre vision de notre pays et du monde dans lequel elle se trouve, sera autrement plus optimiste. Écoutez, je l'espère également. Je vais lire le premier paragraphe de votre note. Dresser un énième constat de l'économie algérienne n'a que peu d'intérêt. En effet, en ce domaine, le consensus règne. De même, une liste de mesures dont de nombreuses ont été évoquées et appliquées n'aurait que peu d'utilité si elle ne s'enchâsse pas dans une perspective, une vision, une dynamique, un projet. Et plus loin, vous parlez d'une approche multidimensionnelle et intégrée. Vous recommandez une approche multidimensionnelle et intégrée. Pourriez-vous nous expliquer? Écoutez, je vais tâcher de vous expliquer en tout cas ce que j'ai voulu dire. Premièrement, je pense qu'il faut sortir de la culture du diagnostic pour entrer dans la culture de la thérapie. On en a grand besoin, en effet. Tout à fait. Le constat est partagé par tout le monde. Du sommet de l'État jusqu'à la base, on dit que l'économie ne fonctionne pas, premièrement. Deuxièmement, quant à la notion, je dirais, de plan, de vision intégrée, de plan d'avenir, ce qui est important d'abord, c'est que l'économie n'est qu'un volet. Malheureusement, la crise est multidimensionnelle. Tout à fait. Penser que la crise que nous subissons depuis de nombreuses années peut se dissoudre à travers l'économie est une erreur de perspective. Ça veut dire que si nous ne prenons pas la mesure de cette crise qui nous touche, en tant que peuple, nation et État, notre avenir est plus qu'en danger. Donc cette note, effectivement, parle de l'économie, mais comme je l'ai écrit, ce n'est qu'un volet d'un projet plus vaste de changement. Oui. Voilà. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce que je considère comme fondamental, au-delà de la politique de tous les jours, c'est d'aujourd'hui de donner aux Algériens une perspective. Faire que demain est envisageable. Un avenir pour les jeunes et les moins jeunes. Oui. Il faut que... Vous savez, ce que nous avions, notre force après la guerre de libération,
c'est que nous pensions que nous avions un avenir. C'est une réalité. Aujourd'hui, vous prenez la jeunesse, elle vous parle du passé, un passé qu'elle n'a pas connu. D'un avenir ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Et l'avenir, comme vous le dites si bien, ne se pense aujourd'hui qu'ailleurs. Oui. Or, nous n'aurons un avenir en tant que peuple, société, État et nation, en Algérie et nulle part ailleurs. Tout le reste ne sont que des destins individuels. Exact. Mais avant d'aller plus loin dans les recommandations que vous faites, avec qui et à qui allez-vous faire ces propositions? Est-ce à... Je me permets de qualifier ainsi les gens qui nous gouvernent. Est-ce à cette médiocratie qui, en fait, ne peut entreprendre de vraies dynamiques qu'une fuite en avant, qu'anesthésier les populations, qu'acheter la paix sociale, dans le même temps qu'elle procède à une prédation, mais jamais vue, jamais inouïe, totalement inouïe? À qui vous allez proposer ces mesures? À la population, à la société algérienne, aux dirigeants actuels? Est-ce que vous pourriez nous dire à qui vous destinez ces recommandations? D'accord. Comme je l'ai indiqué en préambule, elles sont disponibles et sur la table. D'abord, c'est fondamental. Deuxièmement, je crois qu'il y a un élément qu'il faut toujours prendre en compte. Vous savez, il y a un mur en face de nous qui arrive. Il arrive vite. Mais il n'y a pas de doute. Et nous y allons très vite, gaiement. Oui. Vous savez, il y a ce point lorsque deux courbes vont se croiser. Et c'est quoi ces deux courbes? C'est l'augmentation de nos besoins et de nos importations. On est passé de à peu près une vingtaine de milliards de dollars au début des années 2000 à plus de 62 aujourd'hui. Vous voyez l'exponentialité. En face, qu'avez-vous? Vous avez une chute des ressources. Des ressources sous un double effet. D'abord, la rareté qui commence à s'installer, je dirais, des énergies conventionnelles, gaz naturel et pétrole, et bien évidemment... De la chute des prix. De la chute des prix qui est aujourd'hui grandement accélérée par ce qu'on appelle les gaz non conventionnels. Exact. Et je vous donnerai juste un exemple qui n'est pas porté à l'information de la population, puisque c'est une problématique nationale qui intéresse tous les citoyens. Ce débat ne doit pas être kidnappé par des experts ou par le pouvoir. Absolument. C'est un débat national. Exact. Et je dirais qu'aujourd'hui, une petite information, il y a depuis un an, le marché du gaz américain nous est fermé. Pourquoi? Le gaz de schiste est maintenant exploité à outrance là-bas. Tout à fait. Plus besoin de nous. À partir de maintenant, c'est le marché canadien qui nous est fermé. Sans compter toutes les révisions des prix sur les anciens contrats qui sont là. C'est une réalité, c'est une tendance lourde. Oui. Alors, le dérivatif, et je ne dirais pas l'échappatoire, mais je le pense fortement, de cette idée du gaz de schiste, alors, je ne dis pas que... Je dis il y a une telle incertitude sur ça, qu'aujourd'hui, croire que ça va être une alternative qui va pouvoir renflouer la rente, ce n'est pas un rêve, c'est un mirage. Un mirage d'autant plus qu'il ne sera, même s'il le voulait, il ne pourrait être prêt que dans plusieurs années. Et je rajouterai, puisque vous rentrez dans les détails si vous le permettez, je vous en prie. La durée de forage de ce genre de puits, c'est 5 ans. Voilà, c'est tout dire. Tout à fait. Le delta entre le prix d'extraction et le prix de vente est éminemment plus réduit que sur ce que nous aujourd'hui, nous pouvons disposer avec les énergies conventionnelles. Exact. Donc toutes ces données alimentent une réflexion. Et donc à qui allez-vous proposer ces recommandations? À qui elles sont destinées? Qui va les prendre en charge? Si tant est qu'une volonté existe quelque part. Voilà. Alors, je dirais, cette note que vous avez entre les mains, on peut la coupler avec une autre, démarche que nous sommes en train d'élaborer. Cette démarche, nous l'avons appelée Mubadarat Ibtikar. En clair, l'initiative innovation. Voilà. Oui. C'est une initiative qui a comme idée centrale de se dire, aujourd'hui, à partir de ce constat, on rentre toujours dans l'idée de la thérapie, la culture de la thérapie. Nous nous disons aujourd'hui, le constat, nous l'avons fait. Il faut que nous nous réinventions pour garantir un avenir à notre pays et à notre nation. La façon de faire la politique,
Les nouvelles problématiques, la façon de les résoudre demande un effort national en termes de pensée et d'action. Ce n'est pas une réforme, ce n'est pas, je dirais, une rénovation, c'est une refondation. Et à ce que j'ai lu, c'est quasiment une révolution. Je vous laisse en tout cas la paternité du terme, et vous n'avez pas tort, mais en tout cas, pour nous, aujourd'hui, nous nous disons que nous allons constituer une plateforme, que nous allons lancer à travers idées, avec une idée d'abord très claire. C'est-à-dire la plateforme de proposition. De proposition et surtout d'adhésion. D'adhésion. Mais vous vous attendez à l'adhésion de qui? J'y arrive. Oui. Cette plateforme, nous sommes en train de l'élaborer, donc j'ai fait un premier document qui est en train d'être enrichi, qui sera enrichi par certains partis politiques qui voudront bien la partager, par des associations et par des individus. D'accord. Donc c'est une action civile que vous allez lancer. Tout à fait, et inclusive. D'accord. Sachant très bien que le plus petit dénominateur commun étant tous la recherche de la refondation d'un État, d'une société, d'une culture et d'une nation démocratique, sociale, pluraliste et ouverte sur le monde. Je vois en effet que vous n'avez négligé aucune dimension de ce que vous envisagez comme nation qui recommence à revivre ou qu'on remet sur les rails. Mais une question me semble utile à poser. Vous savez que depuis que ce régime existe, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom parfois, il a procédé par deux méthodes principales qui ont été d'abord le mensonge, parce que les régimes de ce type ne s'érigent que sur le mensonge en tant que nature profonde, en tant qu'acte fondateur, et aussi pour pouvoir exister, ce genre de régime a besoin de plus d'alliés naturels possibles. Il doit élargir le cercle de ses alliés naturels. Comment? En les corrompant, en instituant la corruption comme règle systémique, et en extirpant du fond civique de la nation toutes les valeurs qui portent cette société et qui l'incline naturellement à refuser la corruption, les déviations de ce type, etc. Or aujourd'hui, force est de constater, et j'en arrive à la question, force est de constater que la société algérienne a été quasiment vidée de sa substance vive. Aujourd'hui, nous tous, les Algériens, nos enfants, nos parents, nos cousins, nous-mêmes, passons notre temps à courir après des petits privilèges quotidiens. L'Algérien d'aujourd'hui n'est plus celui des années 60, n'est plus celui des années 70. Alors, comment pensez-vous envisager cet aspect des choses d'une société dont la dimension civique a été saccagée, dévastée? Alors vous avez raison. Moi, j'utilise un concept que j'ai forgé pour qualifier ce régime. Je l'appelle la matrice. D'abord, pour deux références, bien évidemment. Je dirais une référence organique, scientifique, mais également une autre référence qui est là, effectivement, qui revient au fameux monde de Matrix. Vous savez, la fameuse série. Ce monde qui est organisé à partir d'une matrice, qui n'est pas le monde réel. Exact. Et c'est très intéressant parce que la matrice, son ADN a muté à chaque crise. Oui. Et vous avez tout à fait raison. À partir de certaines années, comme les ressources symboliques et historiques ainsi que financières ont décliné, on s'est mis à constituer de nouvelles clientèles. Exact. Et vous savez, à ce moment-là, ce sont les derniers invités au banquet qui veulent rester à table. Exact. C'est cela qui est compliqué. Exact. Alors par rapport à cette situation, et vous avez tout à fait raison de dire que malheureusement notre société a été abîmée par toutes ces années-là, je considère pour ma part, pour reprendre le fameux titre d'un ouvrage d'Ivan Illich, grand penseur, cet ouvrage me marque toujours lorsque je le vois dans ma bibliothèque. Je vais vous le dire. Il s'appelle « La corruption des meilleurs engendre le pire ». Et le pire est là. C'est très juste. Et le pire on ne est peut là. pas plus juste. Et le pire est là. Oui. Mais que devons-nous faire devant le pire? Je vais vous dire, encore une fois, puisque certains, dans l'histoire, à nous aussi de la reprendre, l'histoire.
Et je vais vous dire en quoi. 1er novembre 54, c'est quoi? Oui. Ce sont des gens qui sont issus d'un long mouvement. Absolument. Depuis, Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ne sont pas tombés du ciel. À un moment où l'avenir n'était pas possible, compte tenu du pouvoir colonial qui pesait sur l'Algérie. Ces gens-là ont pris une décision, entre guillemets, folle. Celle d'entrevoir un avenir lorsqu'il n'y en avait pas. Oui. Alors s'il y a bien une leçon à retenir de cela, dans notre histoire, c'est celle-ci. Oui. Ça veut dire que ce que vous dites est totalement vrai. Mais c'est à nous de nous inventer, nous en tant que peuple des nations, de nous inventer un avenir. Alors certains vous diront effectivement, ce sont des mots. Ce à quoi je répondrai, messieurs, il n'y a aucune action efficace sans une réflexion. Pour preuve, et je puiserai toujours au même exemple, puisque cet exemple nous a fondés en tant que nation. C'est quoi le 1er novembre? C'est effectivement des gens en armes. Mais c'est la déclaration d'Iri Moula, un texte politique pensé au trébuchet, un texte éminemment politique dont on parle peu. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu une réflexion préalable. Oui. Ce n'est pas des gens qui ont pris des armes et qui sont sortis. Oui. C'est tout un peuple en armes qui s'est constitué, qui a été pensé, son action a été pensée et elle a débouché. Et si nous n'articulons pas la pensée, l'action, à nous de pouvoir conjuguer ces armes pour se bâtir un avenir. La jeunesse a besoin qu'on lui dise un avenir est possible. Je suis totalement en phase avec vous, que nous ne devons pas désespérer de notre peuple, que les peuples ont toujours des ressorts cachés, insoupçonnés. Mais en l'état des choses où la corruption a été si profonde dans la société et s'est répandue de façon tellement massive qu'il est devenu difficile d'envisager l'avenir sous de bons auspices. Mais sinon, sur un plan pratique, ces mesures que je vois sur votre note, qui sont réellement stupéfiantes d'innovation, comment, sur un plan pratique, de façon claire, comment comptez-vous les partager avec ces partenaires sociaux, comme vous venez de les citer, les partis politiques, la société civile, etc. Comment comptez-vous obtenir une véritable adhésion? Par quelle action, je veux dire? Est-ce que vous allez aller vers ces gens? Est-ce que vous allez lancer un appel? Est-ce que vous allez organiser des forums? Écoutez, la réflexion est en cours. Nous le partageons déjà, ce document. Il y a certaines associations et partis politiques qui suivent, qui ont regardé ce document-là. Hein. Je parle de l'initiative Iptika, qui suivent ça, qui regardent, sachant, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait pour nous un SMIC démocratique qui était la base de notre action. Hein. Ça, c'est fondamental. Mais ce que vous dites est aussi vrai, comment partager avec, je veux dire, le peuple. Oui. C'est important. Oui. Et je vais vous dire quelque chose, moi qui, durant ma carrière en Algérie, m'a toujours fait croire que derrière un tableau sombre pouvait ici ou là surgir la lumière. C'est quoi? C'est la force de l'exemple. Lorsque vous avez des responsables intègres qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font, eh bien vous voyez que petit à petit les choses regagnent leur lit naturelle. Ça prend du temps. Ce que je veux dire, il faut sortir de la stratégie du coup. Croire qu'on va passer de l'ombre à la lumière est une erreur fondamentale. Le chemin sera long, mais il faut le débuter. C'est ça qui est fondamental. Monsieur Sami Siddiq, ça a été trop court. Cette émission s'est passée comme un éclair. Vous êtes très intéressant, ce que vous nous apportez est prometteur. Je vous propose donc, pour ne pas en rester là, vous ne faites que passer par Londres, mais je vous propose, comme à d'autres de mes invités, d'assister, de préparer ensemble une autre émission plus longue que celle-ci, qui sera le vif du sujet, où nous pourrions donc converser par Skype, par téléphone. Par Skype, ce serait parfait. Sinon, si vous voulez revenir, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. Un plaisir pour moi. Merci beaucoup. En espérant vous revoir. Merci pour cette invitation. Émission est maintenant terminée. Nous espérons revoir bientôt M. Sami Siddiq. Salam alaikum, azur, bqa ala khair.
Voilà. Alors, à votre avis, le verre est-il à moitié plein? Est-il à moitié vide? L'Algérie pourra-t-elle être relevée de ses cendres? C'est aux experts de nous le dire, mais aux Algériens de faire en sorte que le verre soit plein, à ras-bord, plein d'espoir. Merci. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, bislama, khawal khair.